Alors, il y a les mémoires d'Edem Kodjo qui sont sorties. Ça, c'est aussi très intéressant. Edem Kodjo n'est plus à présenter au-delà de l'homme politique, de tout ce qu'on peut dire sur, les gens disaient sur l'homme. Et c'était quand même quelqu'un d'assez dense qui est à la fois politique, littéraire et diplomate. Donc, les mémoires d'Edem Kodjo sont sorties et voilà la page des mémoires d'Edem Kodjo. Pour ceux qui sont férus de lecture, ceux qui aiment lire, je vous invite à aller chercher ce livre-là. Je pense qu'il est à 34 € ou quelque chose comme ça. Ce sont les mémoires d'Edem Kodjo. Et ayant été l'un des journalistes, l'un des derniers journalistes à interroger Edem Kodjo, c'est nous qui avons fait pratiquement la toute dernière interview à Edem Kodjo. Et après, il n'a plus fait une interview dans un journal, il est décédé après, paix à son âme. Et je me souviens qu'on a discuté de beaucoup de choses, bon, des choses que je ne dirai pas ici, on a échangé énormément. C'est quelqu'un qui avait un profond attachement au journal alternatif, il lisait nos chroniques, il envoyait des réponses, et tout et tout. Et donc, il a sorti ses mémoires. Je reste convaincu qu'il y a beaucoup de choses qui seront dans ces mémoires-là. Il y a énormément de choses qui vont être dans ces mémoires-là. Il faut le trouver, il faut le lire, parce que la politique au Togo, c'est aussi ça. La politique au Togo, c'est aussi ça. Il faut lire ceux qui ont eu, les hommes politiques qui ont eu comment appelle-t-on, qui ont eu le flair de rédiger leur mémoire avant de mourir. Ils ont laissé certainement beaucoup de choses. Il faut lire ça pour comprendre comment ça a été la scène politique, les relations entre les gens, les jeux d'alliance et tout ça et tout. Parce que dans l'opinion, l'image qu'on a de l'homme, parfois, c'est pas la même image dans ses relations avec ses pairs de l'opposition. Et j'en sais un peu. Et je vous avais dit d'ailleurs une fois, les relations entre Edem Kodjo, par exemple, et Agouibo. Aujourd'hui, les deux sont décédés, mais sur la place publique, vous allez croire que c'est des ennemis jurés, mais derrière les rideaux, c'est des gens qui se fréquentaient et qui essayaient de s'aider quand l'un ou l'autre est en difficulté. Ça aussi, c'est factuel. Donc, il faut chercher ces mémoires-là. Moi-même, je viens de voir l'affiche aujourd'hui. Je vais aller chercher ça dans une librairie. Je ne sais pas si je trouve ça ici. Je vais acheter pour lire et voir tout ce qu'il a mis dans son mémoire. Je vais passer rapidement sur une série d'articles que nous avons écrits cette semaine. On a fait un article sur notre site internet, bien sûr. On a fait un article sur le problème des visas. Je vous avais dit le dimanche dernier que cette semaine, les Américains allaient fixer les conditions pour l'obtention des visas. Et ça a été fait. Et donc, désormais, comme vous avez lu sur notre site internet, pour prendre un visa et aller aux États-Unis, il faut déposer une caution de 15 000 $, entre 5 et 15 000 $. Donc, c'est l'officier d'entretien qui vous fixe la caution que vous devez déposer. Donc, entre 5 et 15 000 $. Et cet argent, vous le déposez et je pense sur un compte. Ils vous donneront un link. C'est pas de l'argent donné à l'ambassade. Il y a une application sur laquelle, une plateforme sur laquelle vous allez virer l'argent avec une carte de crédit et vous mettez les 15 000 $ là-dessus. Et puis après, si on ne vous donne pas le visa, je pense qu'il a été dit qu'on vous retourne les sous. On vous retourne les sous. Mais si vous avez le visa, les 15 000 $ sont bloqués. Et quand vous allez revenir de votre voyage, vous revenez les chercher. Et donc, ça, c'est les nouvelles dispositions qui commencent à partir du 21 janvier. Et ensuite, ils ont défini les 3 aéroports où il faut obligatoirement atterrir. Donc, si vous êtes concerné par ces restrictions, puisque le Togo est sur la liste orange, il n'y a que 3 aéroports aux États-Unis où votre vol d'arrivée peut atterrir. Donc, il y a l'aéroport de Boston, il y a l'aéroport JFK, donc John Fitzgerald Kennedy, je pense que c'est Fitzgerald Kennedy, je ne sais pas si c'est à New York, et il y a Dulles, il y a Washington Dulles. Donc, c'est les 3 aéroports sur lesquels où vous devez forcément atterrir. Donc, tous les pays, ok, JFK c'est New York, d'accord, merci pour la précision. Donc, il y a Boston, il y a JFK, donc JFK c'est New York, et il y a Washington Dulles. Donc, tous les pays qui sont concernés par cette fiche orange, et qui sont frappés par ces restrictions de 15 000 $, de tout ça,
Si vous devez voyager de votre pays vers les États-Unis, vous avez seulement le choix d'atterrir entre les 3 aéroports. C'est les 3 aéroports. Donc, c'est une manière de mieux contrôler les gens. Donc, vous atterrissez à New York, donc à John Fitzgerald Kennedy Airport. Vous atterrissez à Boston ou vous atterrissez à Washington Dulles. Donc, voilà les 3 aéroports qu'ils ont retenus. Et selon une source que j'ai contactée cette semaine du côté du département, la source m'indique que maintenant que ces conditions sont fixées, ils vont accélérer le rapatriement de tous ceux qui ne sont pas en règle, tous ceux qu'ils ont identifiés, comme ils sont arrivés, ils ne doivent pas rester dans leur pays. Ils vont maintenant entamer cette phase-là pour rapatrier les gens. Et vous savez que l'ancien ministre des Finances du Ghana, qui était recherché par le pouvoir ghanéen, il est accusé d'avoir détruit l'économie du Ghana, a été arrêté aux États-Unis la semaine dernière. Il a été arrêté aux États-Unis parce que quand la fin du pouvoir de John Mahama, le NPP a perdu le pouvoir, lui, il a fui. Il est parti aux États-Unis parce qu'il avait un visa et il est parti rester aux États-Unis. Et le gouvernement ghanéen a mis une notice rouge pour Interpol. Et donc, ce ministre des Affaires étrangères, j'oublie encore son nom, il va être rapatrié au Ghana où il était recherché. Et ça, la leçon à tirer, c'est que ce n'est pas parce que vous avez détourné de l'argent en Afrique que vous avez des visas ou des résidences aux États-Unis que vous allez fuir pour aller rester là-bas. Les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. Voilà, Ofori-Atta, voilà, c'est le nom du ministre. Donc, il a été arrêté aux États-Unis par ICE et probablement il sera extradé au Ghana parce que lui, il est recherché. Lui, il est recherché. C'est pas quelqu'un qui est allé aux États-Unis avec un visa où il est resté, mais lui, il est recherché par son pays. Donc, il va devoir rentrer au Togo, au Ghana pour rendre compte de la gestion qu'il a eu à faire comment l'appelle-t-on, du ministère de l'économie et des finances. Donc, ça, c'est un article que vous pouvez retrouver sur notre site. Il y a un autre article sur notre site, c'est Aura Bank. Aura Bank, qui a fermé 4 de ses agences la semaine dernière. La situation des banques est de plus en plus difficile aujourd'hui. Donc, elle a fermé, comment appelle-t-on, l'agence de Dapon, elle a fermé l'agence de Dapon, l'agence d'Azaou, une agence à Kégué et une agence sur le boulevard. Donc, 4 agences ont été fermées. Et il y a des banques, toutes les banques au Togo aujourd'hui sont en train de traverser des difficultés à cause de l'état de notre économie. Il y a Atlantic Bank qui a fermé aussi une agence à Agnier, qui a fermé une agence dans l'immeuble tabac. Vous pouvez trouver tout ça dans les articles. Et c'est quoi les soucis? Les banques aujourd'hui sont dans des situations très, très, très compliquées. Les portefeuilles des crédits pourris, les créances non remboursées, contractées par la plupart des barons ou leurs femmes. Il y a des créances totalement pourries, des créances qui sont là et que les banques n'arrivent pas à récupérer parce que ils ont, ce sont des créances, des crédits qui ont été accordés aux barons, à leurs femmes et qui refusent de payer. Donc, les banques sont écrasées par ça. Il y a le marasme économique, il y a le faible taux de bancarisation. Au Togo, le FMI et la Banque mondiale situent le taux de bancarisation à 31,2%. Donc, voilà les indicateurs que je passe en direct. Et certaines agences de ces banques sont très improductives. Ouais, ce sont des agences très improductives. Les agences sont improductives. Quand on fait le rapprochement entre les revenus générés et les charges d'exploitation de ces agences-là, c'est la catastrophe. Vous avez d'abord les loyers, les factures d'électricité, l'eau, le salaire du personnel. En moyenne, parfois, à l'intérieur du pays, il faut 5 personnes par agence. Les frais d'interconnexion, les frais d'acheminement de l'argent, parce qu'il y a des sociétés de sous-traitance qui ont des voitures blindées, qui font déplacer les liquidités, l'argent espèce. Il y a l'entretien des GAB, les guichets automatiques. Donc, tout ça revient excessivement cher aux banques par rapport aux clients. Vous voyez, Sunu Bank a fermé, je pense, à Canter, ils ont fermé à certains endroits. Et ça, c'est des indicateurs qui prouvent que notre pays ne marche pas bien. Et donc, certains clients qui doivent aux banques ont parfois pris le vilain plaisir, au lieu de payer les banques,
vont même assigner encore les banques devant la justice. Et finalement, ouais, on me dit qu'il y a l'agence de Bassa. Quelqu'un m'a dit qu'il veut fermer aussi l'agence de Bassa, je ne sais pas. Et donc, les employés, on me dit qu'est-ce que devenir les employés? Les employés, peut-être que s'il n'y a pas un moyen de les redresser et de les redéployer, ils vont les relâcher. C'est le chômage. C'est le chômage, ils vont les relâcher. Et vous savez qu'à Lomé, il y a certaines banques qui font aujourd'hui la demi-journée. Je ne veux pas citer des banques, mais si vous observez très bien, il y a plusieurs banques aujourd'hui à Lomé qui ferment à 14 heures, ou parfois même à 13 heures. Ils font la demi-journée. Ça montre que notre économie a des problèmes, l'argent ne circule pas, voilà. Et donc, et puis, il y a tellement de banques au Togo que vous vous posez la question de savoir à quoi ça sert toutes ces banques qui s'installent. Il y a tellement de banques au Togo. On se pose la question, à quoi servent toutes ces banques alors qu'on a aussi les microfinances, on a les assurances. Certaines assurances font aussi dans la banque. Vous voyez. Donc, après Sunu Bank, Aura Bank et d'autres banques qui sont aussi dans ces difficultés-là, je reviendrai sur Aura Bank parce que c'est une banque assez quand même un peu bizarre qui a été créée à l'époque et qui a été installée dans la zone franche. Elle avait un statut de zone franche. Bon, ce n'est pas interdit, mais c'est quand même bizarre que ils ont installé Aura Bank dans la zone franche parce que quand on installe une banque dans la zone franche, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie que cette banque-là a une fiscalité préférentielle, a des clients en réalité qui sont à l'international et opèrent en devise. Et donc, et parallèlement, elle peut aussi être, je ne sais pas, on peut pousser l'analyse parce que quand on est dans la zone franche, on fait l'évasion fiscale, on fait du blanchiment aussi, on fait beaucoup de choses. Et Aura Bank, c'était la BTD que l'État, soi-disant, a privatisé. Et aujourd'hui, l'État n'a que quoi? N'a que 2%. Hein? On va voir le tableau tout à l'heure. L'État n'a que 2% dans cette banque-là, comme le tableau vert. Voilà, l'État a 2%. Ça, c'est dans le rapport de Aura Bank même. Ça, c'est le rapport de 2023. Donc, les parts de l'État togolais, c'est 2%. Où sont passées la part de l'État togolais qui était dans la BTD pour que le Togo n'ait que 2% aujourd'hui? C'est passé où? Vous avez C2A, GTA Vie qui a 2%. Vous avez des personnes physiques, on ne les connaît pas, qui ont 4%. Vous avez d'autres personnes qui ont 2%. Vous avez la Caisse nationale de sécurité sociale qui a 8%. Et vous avez le holding même, Aura Bank, le holding Aura Group SA qui a 82%. On ne sait pas qui se cache derrière le holding, mais on a une idée. On a une idée de celui ou ceux qui se cachent derrière ça. Et quand on voit le conseil d'administration là de ces structures, le tableau, voilà, vous voyez le conseil d'administration, vous voyez, ça c'est toujours sur leur site, vous voyez administrateur et personnes morales, Aura Group, M. Ferdinand Ngor, vous avez État togolais et Domori Lagobli, vous avez la Caisse nationale de sécurité, M. Pia Balo Ndjele Abli, vous avez Paloki Massina, vous avez Didier Akwete, vous avez Brice Lodugnon, vous avez William, je ne sais pas quoi. Donc, vous avez les noms, et tous ces noms-là, vous pouvez les retrouver dans les rapports de Aura Bank. On reviendra sur le dossier Aura Bank, et on n'a pas suffisamment de temps aujourd'hui. Mais sachez que les banques sont en difficulté. Donc, il y a cet article que vous pouvez lire. Il y a l'usine de Batopé qui a défrayé la chronique avec les expatriés qui font la pluie le beau temps là-bas. L'usine de Batopé qui était au cœur de la polémique depuis quelques jours. Et les responsables de cette usine-là, vous savez de quelle nationalité ils sont, je ne veux pas le dire ici en direct voilà, pour des raisons que vous savez. Donc, ce sont des expatriés, on a suffisamment parlé de ces gens. Ils ont procédé au licenciement de 8 employés, dont 3 délégués du personnel. Malgré l'opposition de la direction du travail, du préfet de Zior, du maire de Zior, il y a eu des tractations. Les responsables ont énuméré un certain nombre de griefs contre les délégués du personnel, des griefs qui sont totalement faux, qui n'ont pas leur raison d'être, mais le préfet qui a demandé de ne pas aller dans ce sens, la direction du travail, mais ces gens-là, ils ont décidé de limoger nos frères qui travaillent dans leur boîte avec l'appui
d'une complicité interne. Le fameux juriste dont j'avais donné le nom, un certain Messan, quoi là, c'est lui qui va défendre devant les autres que, ouais, il faut qu'on licencie ces frères togolais. Et donc, voilà, ils ont été licenciés à Batopé cette semaine. Donc, je ne sais pas s'ils vont devenir, mais j'espère qu'ils vont se battre pour leurs droits. Vous trouverez aussi cet article dans les commentaires. Vous pouvez aller lire cet article. Et dans la foulée des licenciements, on a appris qu'un directeur de radio à Lomé, et député de son État, a licencié 5 de nos confrères journalistes qui travaillaient chez lui depuis plus de 10 ans, qui n'ont pas eu de contrat. Et les journalistes sont juste allés demander de meilleurs moyens pour travailler, hein, d'avoir des crédits de communication, je ne sais pas quoi pour travailler. Et le directeur se fâche, il les met dehors, alors que c'est des gens qui travaillent dans sa boîte depuis plus de 10 ans. Ça aussi, c'est le Togo, hein, où on trouve des incongruités pareilles et des gens ne disent absolument rien. Alors, on a parlé aussi, toujours sur le site internet, on a parlé aussi de la filière, les filières cajou, soja et karité. C'est aussi un grand sujet sur lequel je vais revenir la semaine prochaine. C'est des filières à problème, des filières que l'État gère dans une approximation totale, des filières qui servent des intérêts des fonctionnaires du ministère du Commerce et de l'Agriculture au détriment des paysans. Or, c'est les paysans qui ont pris leur temps pour construire ces filières-là, la filière soja, la filière cajou, la filière karité et la filière, comment on appelle, la filière café-cacao. Et donc, vous avez à la tête de ces filières-là certains individus qui sont au ministère, hein, qui tirent les ficelles et qui introduisent, une fois que la filière se porte bien, des Indiens qui viennent semer la zizanie, ils leur donnent des agréments, moyennant eux-mêmes leur propre commission, leurs intérêts. Et quand vous prenez par exemple la filière soja, elle était il y a 2 ans à un niveau très élevé. Aujourd'hui, c'est une filière qui est en détresse à cause de l'appétit, hein, à cause de la gloutonnerie de ces fonctionnaires du ministère du Commerce et de l'Agriculture qui ont introduit leurs amis indiens dans cette filière-là pour désorganiser ce que les jeunes paysans au Togo ont construit depuis des années, hein, sur le terrain. Et donc, cette filière est en difficulté aujourd'hui. Les gens ont plein de stocks de soja à la maison. Ils ne peuvent pas le vendre. Ils sont dans les magasins, ils ne peuvent pas le vendre. La filière est dans une situation chaotique aujourd'hui. Et le prix de soja, tel qu'il a été fixé aujourd'hui, ça frise le ridicule. Et donc, c'est une filière à problème. Vous avez la filière cajou. J'ai dit la dernière fois qu'il y a des usines il y a une usine de cajou qui a été fermé. À la tête de cette filière, il y a un individu qui s'appelle, un monsieur qui s'appelle Gozan, qui fait aussi tout et n'importe quoi, qui n'a pas bougé depuis, mais qui a été imposé à la tête de la filière par le ministère du Commerce et de l'Agriculture. Vous avez ensuite la filière karité. Le soja et l'anacarde, ce sont des produits issus de l'agriculture, mais le karité, ce n'est pas un produit issu de l'agriculture. Le karité, c'est un produit de cueillette, c'est un produit forestier. Le karité, c'est un produit forestier. Or, le karité aujourd'hui est très recherché. Et donc, c'est une filière qui est très, très, très recherchée parce que le beurre de karité rentre dans la composition de beaucoup de choses, cosmétiques, margarine, pharmacie, tout. Le karité est une essence protégée. Mais aujourd'hui, cette essence-là est très menacée. Il y a les feux de brousse, il y a la désertification, il y a un certain nombre de choses qui font que le karité aujourd'hui est sous menace. Et cette filière est aujourd'hui dans les mains d'une dame qui s'appelle Madame Palitala, qui ne fait pratiquement rien, qui a bloqué la filière, qui dit que c'est son fils qui est Fort Gnassingbé et c'est une filière qui est en souffrance. Et cette filière aussi est sous l'autorité du ministère de l'Agriculture. Normalement, ce n'est pas une filière, ce n'est pas un produit agricole. Le karité, c'est un produit de cueillette. Et donc, cette filière devait être normalement sous l'autorité du ministère de l'Environnement. On ne comprend pas pourquoi au Togo, ils mettent cette filière sous l'autorité du ministère de l'Agriculture, alors que le karité n'est pas un produit agricole, c'est un produit de cueillette. Vous voyez? Ça, voilà les incongruités. Et donc, les interprofessionnels que le ministère du Commerce crée partout et nulle part ne sont créés que par des décrets. Il n'y a pas de cadre juridique qui organise véritablement l'agriculture au Togo de manière à ce que les fonds qui sont prélevés sur les produits d'exportation puissent servir aux agriculteurs. Ces fonds qui sont prélevés sont dans des caisses et ça sert maintenant aux gens qui sont au ministère, alors que ces gens ont déjà leur salaire. Il y a un certain monsieur qui est le directeur directeur général du commerce, monsieur Abé Talib,
qui est là depuis des années au ministère du Commerce là-bas, qui fait énormément de dégâts, qui s'entend avec les Indiens pour semer la zizanie dans toutes les filières. Je reviendrai sur son cas quand je vais vraiment m'organiser pour parler des dossiers de ces filières-là. Il y a la filière café-cacao, qui est aussi dans les mains d'un certain monsieur Anselme Gouton, qui dit clairement aux gens que c'est Yadema qui lui a remis la filière avant sa mort. Et donc, lui aussi, il gère la filière café-cacao comme il veut. Il dit que c'est l'héritage que Yadema lui a donné. La filière café-cacao, c'est un monsieur qui porte toujours des habits blancs. On l'appelle monsieur blanc-blanc. Il s'appelle Anselme Gouton. Donc, c'est lui qui a la filière café-cacao. Et aujourd'hui, vous allez dans les régions où on produit le café-cacao, Palimé, Daï et tout, Akoso, tout ça, c'est des trucs, les gens sont découragés. Les gens sont dans une situation de détresse totale. Et donc, une seule personne est à la tête d'une filière depuis 25 ans, peut-être même 30. Et il dit aux gens clairement que c'est ce que Yadema lui a remis avant de mourir, que c'est sa part d'héritage. Je ne sais pas s'il est parmi les fils de Yadema, mais lui aussi, il gère la filière de café-cacao. Donc, je vais revenir quand on aura beaucoup plus de temps dans un live pour revenir sur chacune de ces filières-là pour faire sortir les obstacles, les boulots d'étranglement. Comment est-ce que les paysans, les agriculteurs qui investissent, les jeunes entrepreneurs qui mettent de l'argent pour construire les filières, en accompagnant les coopératives, les paysans sont aujourd'hui dépouillés par les Indiens, lesquels Indiens sont introduits au Togo par les fonctionnaires véreux du ministère de l'Agriculture et du ministère du Commerce, qui, eux, prennent leur commission sur ces Indiens-là et s'enrichissent en plus des salaires qui leur sont déjà payés. Donc, je reviendrai sur ça la semaine prochaine.